Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement face à Raoul. Ce jour, face à Raoul, reçoit M. Michel Gali. Il est le directeur exécutif Congo, Bureau d'études Forêt Ressources Management. Monsieur Gali, bonjour. Bonjour. Alors, la première question qui nous vient, c'est celle de comprendre c'est quoi Forêt Ressources Management. Forêt Ressources Management est un bureau d'études qui travaille en Afrique centrale depuis déjà de nombreuses années. Au départ, Forêt Ressources Management, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'appui conseil pour tout ce qui est aménagement des forêts naturelles, gestion durable des forêts naturelles, je veux dire, d'une manière générale. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, donc le bureau d'études travaille dans ce domaine-là. Mais depuis quelques années, depuis 2010 environ, nous avons développé nos activités et nos programmes dans tout ce qui est plantation, afforestation et reboisement. Et elle consiste à quoi concrètement en ce qui concerne les actions en lien avec les plantations et reboisement? Donc aujourd'hui, nous avons différents programmes. Pour parler d'abord du Congo, je vais parler un peu de la succession, de comment se sont passées les choses successivement. D'abord, FRM a travaillé sur fonds propres depuis 2018 avec des premières plantations de puits de carbone et d'agroforesterie au nord de Brazzaville, hein, donc à 50 km, 50-60 km au nord de Brazzaville, à proximité de la ville d'Igné. Et donc là, FRM a d'abord développé ces plantations là sur fonds propres, comme je disais, et petit à petit, en démontrant en fait les réussites que nous avons pu avoir sur ces premières plantations, nous avons commencé à avoir différents partenariats. On a eu un premier partenariat avec donc un groupe français, la banque Odo BHF, sur un projet de 2400 hectares, là aussi au nord de Brazzaville, un tout petit peu plus loin, mais c'est donc à côté pas très loin, on va dire, de Otiba, sur un projet de plantation de 2400 hectares, où là, donc il y a la moitié de la superficie qui est puits de carbone et la moitié de la superficie qui est en agroforesterie. Et avec le temps, les partenariats se sont développés. Nous avons ensuite travaillé nous travaillons maintenant, mais nous avons commencé un partenariat en 2020 avec le groupe, avec Total Énergie, pour un gros projet donc qui s'appelle Bakassi, et là qui est situé toujours sur les plateaux Batéké, mais à proximité de la ville de Ngo, avec un objectif de 40 000 hectares de plantation. Et ensuite, encore un autre partenariat donc avec la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, là pour un projet qui a pour objectif une plantation de 50 000 hectares. Et comment justement on identifie de façon cartographiée les zones dans lesquelles vous intervenez pour les besoins de reboisement? Alors, d'abord, nous travaillons sur les savanes. Nous travaillons donc sur les espaces qui ne sont aujourd'hui pas boisés, et principalement donc sur des savanes soit herbeuses, soit arbustives. Et les plateaux batiqués s'y prêtent parfaitement. C'est également ces surfaces qui ont été identifiées par le PRONAR, donc le Programme national de reboisement, le PRONAR. Voilà. Donc les savanes des plateaux batiqués se prêtent parfaitement bien à ces différents projets d'afforestation. Alors, donc, c'est dire que ces initiatives qui sont mises en œuvre à travers votre bureau d'études de vos actions
émane du programme global national. Voilà, on peut dire ça effectivement. Donc ça rentre dans la même, ça rentre dans cette politique, on va dire, dans ce projet national. Les différentes plantations que nous menons, que nous effectuons, sont intégrées, on va dire, dans le bilan du PRONAR. Et comment est-ce que justement dans des zones de savane, on arrive à reboiser dans des environnements climatiques peut-être pas favorables? Alors, c'est des environnements qui sont très favorables, hein. D'abord au niveau de la végétation, parce que, comme je vous disais, on est sur des savanes, soit herbeuses, soit arbustives. Donc, on va remplacer ces savanes par des forêts. Donc, c'est là qu'on va stocker du carbone, parce qu'on va partir d'un niveau zéro où on a un stock de carbone qui est relativement faible, et avec des plantations qui sont effectuées. À la place des savanes, on va avoir des grands arbres, une forêt, et avec évidemment un stock de carbone beaucoup plus important. Donc ça explique le choix de planter sur les savanes. Ensuite, au niveau du climat, au niveau par exemple de la pluviométrie, ça convient bien aux espèces qui ont été choisies et qui sont principalement plantées. Donc c'est l'espèce aujourd'hui la plus importante en nombre, en quantité, en surface, c'est l'acacia. Deux espèces d'acacia, l'acacia mangium et l'acacia auriculiformis. L'acacia mangium, c'est plus sur les puits de carbone pur, et l'acacia auriculiformis plus en agroforesterie. Mais il y a aussi les eucalyptus qui se prêtent bien à ces conditions. Là, vous citez justement les espèces que vous mettez en avant dans le cadre de ces initiatives de reboisement. Alors, le but final est d'amener les pays dans les politiques de séquestration carbone. Effectivement, donc c'est pour l'objectif, c'est séquestration carbone. Donc avec cette mise en place de puits de carbone, hein, donc de captation de carbone, ça permet évidemment, en respectant toute une batterie, on va dire, de conditions, d'obtenir des crédits carbone certifiés. D'ailleurs, dans le premier domaine sur lequel nous avons travaillé et sur lequel nous avons commencé à planter, nous avons déjà obtenu nos premiers crédits carbone certifiés VCS avec l'organisme de certification Verra. Alors, ceci dit, les premiers résultats que vous avez obtenus avec les calculs sur le crédit carbone, est-ce que ceci permet justement d'avoir des financements qui pourront venir de façon additionnelle accompagner le processus Alors en fait, ça se passe un peu dans l'autre sens. Donc, bon, par exemple, pour ce premier projet que nous avons réalisé sur fonds propres, nous-mêmes, nous avons financé les plantations. Et en parallèle de ces travaux de plantation sur le terrain, donc nous avons mené toutes les procédures qui sont nécessaires pour l'obtention de ces crédits carbone, pour la certification de ces crédits carbone, avec toutes les étapes qui sont demandées. Et voilà, donc le résultat, c'est d'avoir des crédits carbone qui ont une valeur financière. Quand on travaille en partenariat avec, donc par exemple avec Total ou avec la SNPC, donc ce sont ces partenaires qui financent les plantations dans l'objectif d'obtenir ces crédits carbone qui seront ensuite utilisés par ces partenaires, soit pour des reventes, soit pour participer à leur politique de neutralité carbone. Permettez que je revienne justement en ce qui concerne les pépinières qui permettent justement la création de ces réserves forestières. Alors, quelles sont les essences les plus... Vous avez cité tout à l'heure l'eucalyptus et autres, et je peux avoir derrière vous une exposition de type de plan. Alors, le projet, il repose juste sur les essences spécifiques pour la mise en œuvre de ces forêts. Alors,
Donc ici derrière moi, donc on a effectivement, donc ça c'est les plantes elles qui sont en pépinière. Ça c'est l'acacia, donc quand il est encore tout petit. Et là c'est quand il est un peu plus grand là-bas. Et ici à côté, donc vous avez l'eucalyptus. Alors on est principalement orienté sur ces deux essences. Pourquoi? Parce que donc ce sont les essences qui ont des croissances beaucoup plus rapides que n'importe quelle autre essence. Et ce qu'il faut voir, c'est que voilà, on recherche l'obtention de crédit carbone. Hein, on est dans cette politique mondiale de captation de carbone. Donc ce sont des essences qui répondent parfaitement à ces objectifs mondiaux et qui permettent par leur croissance rapide finalement d'attirer quelque part, je dirais, les financements, parce que voilà, les partenaires qui vont travailler avec nous ont besoin d'avoir des retours relativement rapides sur leur investissement avec l'obtention des crédits carbone. Et comment est-ce que sur le plan de la mise en œuvre, ce projet n'est pas d'impact sur les zones cultivables auprès des communautés? Alors bon, ce qu'il faut voir, hein, c'est que je parlais des plateaux batékés. Les plateaux batékés, c'est 11 millions d'hectares. Les plateaux batékés, ça démarre un tout petit peu en Angola, après en RDC, au Congo, et ça va jusqu'au Gabon. Donc c'est 11 millions d'hectares, c'est important comme surface. Moi, je vous ai parlé des projets de 40 000 hectares et de 50 000 hectares. Et sur ce qu'on fait sur fonds propres, c'est à peu près 10 000 hectares. On a 100 000 hectares de plantation sur 11 millions. Alors certainement, il y aura encore d'autres surfaces qui vont être plantées, mais il faut voir qu'il y a un équilibre entre les surfaces qui sont mises en plantation pour devenir des forêts et les surfaces qui restent des savanes et qui seront toujours cultivées par les paysans. Il y a toujours une réflexion qui est menée dans nos projets pour, comme on fait de l'aménagement forestier, il y a de l'aménagement qui est fait pour ces projets d'afforestation, où il y a une partie de la surface donc, qui est gardée qui est conservée donc, pour les populations, pour la culture, une partie donc, qui va être allouée aux plantations forestières, et après, il y a également toute la partie conservation aussi qui fait partie du projet. D'accord, ce sont des projets intégrés avec ces différents objectifs. Parce qu'évidemment, donc sur ces savanes, on a des zones, enfin sur ces plateaux batékés, on a des zones de savane, mais on a aussi des zones qui sont déjà boisées naturellement, surtout autour des cours d'eau. Il reste aussi quelques bosquets d'arbres à droite, à gauche. Hein, c'est la végétation, on va dire le type de végétation naturelle, le climat qui est normalement sur les plateaux batékés, c'est les forêts. Donc toutes ces zones de forêt qui existent, elles sont conservées. Voilà. Donc quand on a un projet, on a une surface qui est attribuée pour le projet, une partie pour les plantations, une partie pour les populations, une partie pour la conservation. Et comment est-ce qu'on parvient à mesurer justement l'implication des communautés dans la mise en œuvre? Alors il y a des outils, hein, il y a des outils qui sont utilisés. Il y a des consultations avec les populations, donc les plans de mobilisation des parties prenantes qui permet d'identifier tous les acteurs, toutes les personnes qui vont être affectées par le projet. Donc il y a un dialogue qui est construit, qui est établi avec ces populations, et voilà, en approfondissant cette communication, on obtient les informations qui nous sont importantes pour faire ce plan d'affectation des terres dont je parlais tout à l'heure, savoir voilà combien il y a de personnes sur le domaine, les surfaces qui sont cultivées, donc quelles surfaces elles auront besoin pour continuer de cultiver. Ça, c'est pour les populations d'une manière générale. Et après, il y a une approche un peu plus particulière, on va dire, un peu plus spécifique pour les populations autochtones, donc qui sont présentes dans certains villages des plateaux batékés, pour lesquels là, il y a des travaux de consultation qui sont menés, qui vont un peu plus loin et qui sont, on va dire, spécifiques, comme je disais tout à l'heure, pour arriver
au consentement libre, informé et préalable, le CLIP. Okay. Alors, cela me permet toujours de rester sur le rôle des communautés autour de la mise en œuvre de ces projets, ainsi que la gestion des conflits fonciers. Alors, comment est-ce qu'on arrive, vous arrivez à concilier tout cela? Bon, là, encore une fois, donc tout ça, ça répond à des étapes de travail. Hein. Donc, quand on lance une plantation, il y a évidemment il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut travailler avant de pouvoir prendre sa pelle et planter un arbre, je veux dire. Et donc, effectivement, bon, il y a les aspects fonciers qui sont très importants. Il y a différents cas de figure, hein, mais comme ça a été le cas récemment sur le projet Ecozamba, par exemple. Après encore une fois une consultation, et là qui est menée par le ministère des Affaires foncières. Donc il y a un recensement des terriens, donc qui ont des droits coutumiers sur les terres qui ont été identifiés pour faire ces plantations. D'abord un recensement qui est effectué, des discussions, de la sensibilisation, pour ensuite arriver à ce qu'on appelle à la cérémonie du franc symbolique qui a eu lieu, comme je disais, il y a pas très longtemps pour le projet Ecozamba, qui correspond à une levée des droits coutumiers sur ces terres, qui est réalisée donc en collaboration avec le ministère des Affaires foncières, mais aussi de l'économie forestière, ce qui va permettre ensuite, après cette levée des droits d'usage sur les terres, qu'il y a un bail qui soit signé entre l'État congolais et le promoteur du projet. Et voilà, c'est une fois que ce bail est signé qu'on peut commencer à travailler sur les surfaces qui ont été allouées à ces plantations forestières. Quels sont, d'après vous, aujourd'hui, les bénéfices de la mise en œuvre de ces projets dans la communauté identifiée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones où nous travaillons, d'une manière générale, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sont des zones où il y a très peu d'emplois, il y a très peu d'entreprises qui emploient le personnel local. Donc nous arrivons dans ce contexte avec ces projets d'afforestation qui demandent un nombre très important d'employés et d'ouvriers. Et donc le premier impact positif, je veux dire au niveau social de ce type de projet de plantation, c'est de pouvoir apporter des emplois et de manière relativement massive. Par exemple, sur un projet, on va dire je parlais tout à l'heure, un projet de 50 000 hectares de plantation, on va planter 5 000 hectares par an. On est à plus de 1000 personnes qui vont être employées pour ce travail. Et c'est dans la très 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 grande majorité des emplois locaux qui sont priorisés. Je dis la très très grande majorité parce que le reste, c'est pour les quelques postes qui sont vraiment très spécialisés, où on va pas pouvoir trouver de personnes qui ont ces compétences localement. Là, on va devoir faire appel à des personnes qui viennent soit de Pointe-Noire, soit de Brazzaville. Mais sinon, la très grande majorité des emplois, ce sont des personnes qui habitent dans les villages environnants. Dans le cadre de nos travaux et sur ces aspects spécifiques des emplois, nous avons une politique, donc comme je disais, pour d'abord travailler donc avec les emplois locaux, mais après au niveau de ces emplois locaux, nous essayons le plus possible aussi de favoriser l'emploi des femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il on a certaines activités dans tout ce qui est les plantations qui se prêtent très bien, à ça. Et c'est par exemple tout le travail en pépinière, où on a plus de 50% de femmes en général qui sont employées. Pareil pour les populations autochtones, dans notre politique de l'emploi, nous essayons le plus possible de faire une discrimination positive pour
pour favoriser les emplois des populations autochtones. Donc toujours dans le cadre de ces bénéfices de ces projets qui peuvent être apportés au niveau local. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en plus de ces plantations, nous développons d'autres activités et notamment l'apiculture. Voilà, donc c'est une activité qu'on a commencé à développer il y a plus d'1 an maintenant et qu'on va continuer de développer encore. Les plantations d'acacia se prêtent très bien à la production de miel. Donc il y a une durée de floraison qui est très importante sur l'année et qui permet la production de miel de très bonne qualité. Donc c'est le miel d'acacia, donc qui est réputé donc pour son goût, hein, et donc sa texture aussi qui est très intéressante. Et donc voilà, cette activité elle va être développée par le bureau, par FRM, et nous allons à l'avenir aussi essayer de développer cette activité dans les villages environnants pour les populations de façon à ce qu'elles puissent développer cette activité par elles-mêmes avec notre soutien. Le bureau Forest Resource Management est essentiellement en appui aux entreprises du secteur privé qui désirent appuyer les politiques de reboisement, ou elle est ouverte forcément à une coopération beaucoup plus large? Alors nous, le bureau, enfin FRM, donc jusqu'à présent, voilà, donc nous on a travaillé sur nos fonds propres pour les projets d'afforestation. On a travaillé donc avec des partenaires privés qui ont souhaité mettre en place ces plantations forestières sur leur financement. Mais évidemment, nous sommes ouverts à tout type de projet, tout type de financement. Nous, notre objectif, hein, c'est de développer nos activités d'afforestation. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le partenariat avec ces entreprises privées. Mais voilà, après, nous, on reste ouvert à toute autre opportunité, on va dire. Et comment est-ce que sur le plan sous-régional, votre bureau est implanté? Alors aujourd'hui, les activités du bureau d'afforestation, les activités d'afforestation de FRM sont principalement ici au Congo, grâce, je veux dire, à la politique nationale, hein, qui pousse beaucoup dans ce sens-là, avec le PRONAR, avec le programme d'afforestation qui a été lancé aussi par son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Mais nous développons aussi ces activités dans les autres pays. Par exemple, en République démocratique du Congo, on a un projet aussi de 15 000 hectares d'afforestation, et aussi en République centrafricaine, où on a aussi débuté aussi là aussi des programmes d'afforestation, avec à chaque fois des petites différences, on va dire, dans la constitution de ces projets, dans le contenu de ces projets, adaptés aux différents pays. Au cours de nos échanges, vous êtes resté un peu centré sur les plants tels que l'eucalyptus et l'acacia. Alors, nous savons que les projets en lien également avec les besoins d'afforestation s'étendent aussi sur les types de plantations telles que l'agroforesterie. Alors, vous n'intervenez pas dans ce domaine? C'est bien sûr, en fait, dans tous nos programmes d'afforestation, nous avons toujours une composante puits de carbone et une composante d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est une combinaison de la plantation d'arbres et de cultures vivrières. Donc nous plantons les arbres un espacement en général, hein, c'est entre 3 mètres et 3 mètres 50, ce qui laisse un espace suffisant pour pouvoir faire les cultures vivrières entre ces rangées d'arbres. Et donc il y a des accords, on va dire, nous avons des accords avec les paysans. Nous préparons, par exemple, il peut y avoir différentes méthodes, mais une des méthodes, par exemple, c'est un des types d'accords. Nous, on plante les arbres. Le paysan, ensuite, il profite de cet espace qui a été préparé, qui a été élaboré pour faire sa culture vivrière entre les arbres.
Le temps que les arbres poussent, la culture vivrière a le temps de se développer. En général, ici, le manioc, c'est à peu près 16 mois, 16 à 18 mois de production. Le paysan donc récolte sa production de manioc, par exemple, et ensuite on laisse les arbres continuer à croître. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette agroforesterie, nous plantons les acacias qui ont l'avantage d'enrichir le sol en azote. Et donc, du coup, ça donne des meilleures productions pour la culture vivrière qui va être faite entre les lignes d'acacia. Dans ce type de programme d'agroforesterie, en général, on utilise l'auriculiformis, l'acacia auriculiformis, mais ça peut être aussi l'acacia mongium. Et souvent, dans ces programmes-là, c'est une rotation courte de l'acacia. Donc l'acacia, donc on plante l'acacia. En même temps, il y a la culture vivrière. La culture vivrière est récoltée après 18 mois, 16-18 mois. L'acacia continue de croître. Ça constitue une jachère améliorée parce que, comme je disais tout à l'heure, ça enrichit le sol en azote. Après 8 ans, l'acacia, il est abattu. Et avec ce bois, on produit du charbon de bois durable. Alors là aussi, ça a un impact et ça a des effets positifs au niveau de la séquestration carbone, puisque on produit du charbon de bois durable qui va venir remplacer le charbon de bois qui est aujourd'hui produit dans les forêts naturelles et qui est la cause, la fabrication du charbon de bois, une des causes principales de la déforestation des forêts naturelles autour des grandes villes en Afrique. Donc, cette production de charbon durable, voilà, va limiter la dégradation des forêts naturelles autour des villes. Merci, Monsieur Michel Gali. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif au Congo de Forest Resources Management. Merci d'avoir été face à Raoul. Merci beaucoup.